Salut à tous et bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo consacrée au nouveau codex de la D+ Mechanicus avec l'évolution du lore. Si vous n'avez pas vu la première, eh bien je vous mets le lien, comme ça vous allez directement voir la première. Et puis sachez que l'ensemble de la vidéo, partie 1, partie 2, était disponible déjà sur Tipeee pour ceux qui me soutiennent en avance avec pas de publicité, et puis aussi en version podcast. Comme ça, si vous avez envie d'écouter, eh bien, dans la voiture, dans le bus, dans votre trajet en vélo, eh bien, c'est totalement possible. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent, et puis bonne vidéo à vous, amusez-vous bien. On se retrouve en commentaire. Les serviteurs, alors les serviteurs, on en a déjà parlé, sont tout simplement les humains qui sont transformés en machines, pas pour leur bien, mais pour le bien, en fait, de l'Imperium. Donc, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, tout ce qui est superflu, typiquement, les bras, les jambes, si on est obligé de rester à son poste de travail, enfin si on n'est qu'à un seul endroit, quel est l'intérêt d'avoir des jambes? On ne va pas se déplacer. Donc tout ce qui est superflu comme organe, eh bien enlevé, oui, parce que les doigts par exemple typiquement ça peut se prendre dans les engrenages, c'est pas très pratique. Alors que si on remplace ça par une grosse pince, eh bien on peut plus facilement soulever une palette ou ce genre de choses. Ce qu'il me dit ici, c'est que c'est assez amusant, c'est que, enfin amusant, c'est assez marrant, c'est que les nutriments qui leur sont donnés sont tout juste suffisants, enfin tout ce qui est nourriture, sont tout juste suffisants pour compenser tous les manques en fait, qu'ils peuvent avoir en fait, de leur organisme, et puis la destruction qui est causée à leurs organes internes, ceux qui sont encore fonctionnels, avec tous les produits chimiques, la toxicité de l'environnement, etc. Mais de toute façon, peu importe, parce que c'est une ressource qui est extrêmement facilement trouvable. Le côté mécanique, ça par contre on va récupérer les pièces mécaniques, mais tout ce qui est partie biologique, ça n'a aucune valeur, étant donné qu'il y a tellement de gens qui sont disponibles pour se transformer en machine. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est un petit passage assez amusant, c'est qu'il y a même des personnes en fait qui ne sont pas punies, mais qui ont envie d'aider l'Imperium. Parce que les prêcheurs impériaux ont dit bah, il faut aider dans la tâche de l'empereur, etc. Et ils se disent, bah, si je suis transformé en une machine, eh bien ma vie aura un sens en fait. Si je suis là pour appuyer sur un bouton, ma vie aura un sens, alors que sinon je ne suis qu'un parasite de la société de l'Imperium. Donc il y a ce dévouement en fait qui est religieux en fait envers la machine, envers l'Imperium. Et puis ils viennent directement pour coupez-moi les bras pour les remplacer par un tournevis, histoire que je puisse aider. Alors un passage en termes de lore qui est vraiment très intéressant, c'est le composant intrinsèque, c'est-à-dire que les serviteurs font partie vraiment du système de fonctionnement de l'Imperium et que sans eux, l'Imperium ne pourrait pas fonctionner. Mais à un tel point que sur chaque monde, vous avez des dizaines de millions de serviteurs et qu'ils sont à tous les étages. On va les trouver chez l'Astartes, on va les trouver chez les hauts seigneurs, et en fait, ça donne un poids très fort et un pouvoir en fait à Culte Mechanicus parce qu'il a des agents qui sont techniquement infiltrés partout. Et c'est quelque chose qui fait peur à certains agents de l'Imperium en se disant mais si jamais le Culte Mechanicus a envie de faire un coup d'état, si tout d'un coup, eh bien, tous les serviteurs arrêtent de fonctionner, l'Imperium sera paralysé et cette peur-là, eh bien malheureusement, on ne peut rien y faire parce qu'ils sont un maillon essentiel et sans eux, rien ne fonctionnerait. Malgré tout, ça paraît très peu probable. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de querelles internes entre les mondes forges. Au sein même d'un monde forge, en fait, il y a des luttes intestines de pouvoir, savoir qui va avoir le plus de connaissances, le plus de pouvoir justement sur qu'est-ce qu'on va construire, etc. Donc déjà, étant donné qu'ils ne sont pas ensemble, eh ben, c'est un peu compliqué pour eux. Donc de là à se rebeller contre l'Imperium de façon globale, ça ne devrait pas exister. Malgré tout, on sait que certains serviteurs peuvent avoir des sous-routines implantées, des petits programmes, et puis des armes dissimulées. Et il y a déjà eu des assassinats qui sont faits avec le serviteur qui est là pour justement venir faire votre vaisselle, ou ce genre de choses. Il y a à un moment donné, un coup de lance-flamme dans la tête, ou ce genre de choses. Enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et ça, je trouve que c'est une dimension qu'il n'y avait pas avant. Et le fait juste de la ressouligner comme ça en disant mais attention, chaque serviteur en fait peut être corrompu, on ne sait jamais. Et imaginons, si on fantasme un petit peu, imaginons un monde où eh bien, il y a une sorte de virus, un virus qui pourrait se propager et qui irait par la noosphère, en tous ces moyens de communication, de serviteur en serviteur et qui les corromprait contre l'humanité. Ça, ce serait une arme extrêmement puissante. Et là, il y a un petit passage. Alors c'est très intéressant ces tout petits passages-là. Pluie de feu. Donc, dans les années qui suivirent la bataille de Macredge,
une vrille de la flotte Behemoth se combattu contre les Skitarii. Il y a un des Skitarii Alpha qui emmagasina beaucoup d'informations et transmis en fait ces informations au Mondeforge voisin. Ce qu'on nous dit, c'est que, eh bien, comme d'habitude, toutes les informations sont perdues, elles ont été archivées, mais malgré tout, eh bien, dans les nodules de données, il y a une grosse accélération en fait des données. Alors je ne sais pas exactement comment ça se représente, mais le savoir du codex de données basé sur les mémoires mnémoniques des Skitarii semble contaminé par un virus xéno qui émet un signal constant. Donc, est-ce que, enfin, là du coup, j'avoue, ça laisse la porte ouverte à ce genre de choses. Est-ce qu'on peut imaginer que, eh bien, tout le système des serviteurs soit corrompu, qu'ils puissent se transmettre comme ça, et que, typiquement un petit peu comme le culte Gene Stealer en fait qui va infecter comme ça subrepticement, on peut imaginer aussi qu'il y ait la même chose pour la machine. On l'a déjà vu avec la peste mécanique qui vient corrompre en fait par la machine. On peut imaginer qu'il y ait ce genre de choses. On peut aussi penser encore une fois à Vashtor. Ah ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Vashtor, mais il y a un moment, il va être remis en avant, ça c'est évident, c'est certain, il faut juste être patient. Moi je suis patient, je l'attends le petit Vashtor. Mais il y a un moment donné, étant donné qu'il a le contrôle sur la machine, il y a des serviteurs partout, peut-être qu'il y a moyen de faire des choses. Et ça, je pense que c'est une belle piste scénaristique qui nous met justement en avant, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc je pense que ça va être utilisé un jour et grand bien leur face, parce que c'est vrai que si vous dites qu'on peut imaginer ça, hein, n'importe quel grippin que vous avez ou peut se retourner contre vous, voilà, ça va être compliqué. Et on termine avec les serviteurs et la guerre. Donc ce sont tous les serviteurs, c'est comme ça qu'on les avait vus en premier hein, dans les suites inquisitoriales. Vous avez le serviteur porteur de bolters lourds, et puis là avec le codex Skitarii, on avait eu les cataphrons qui sont pas des Skitarii, mais qui sont justement des serviteurs de combat. Donc vous avez un châssis mécanique, et puis dessus des composants biologiques pour manier, je sais plus comment ça s'appelle, mais grosses armes à plasma, grosses armes, je sais plus comment ça s'appelle, les armes des cataphrons. Mais voilà, vous avez les différentes distinctions, mais on apprend en termes de lore pas grand chose de plus. Alors les Mondeforge, quand on pense Mondeforge, on va penser à Mars, forcément, étant donné que Mars est le siège du pouvoir du Mechanicus, donc c'est le monde jumeau, en fait, avec Terra. Ce sont les deux planètes les plus importantes pour l'Imperium. Pourquoi se développer le culte de Mechanicus sur Mars? Tout simplement, on nous explique qu'à l'ère des luttes, il y a un moment donné où la pollution constante de la surface de la planète a rendu, bien sûr, la vie impossible à sa surface, alors que la planète avait été terraformée. Il faut voir aussi que, on est dans le futur, hein, c'est pas comme maintenant, où bien sûr, là maintenant, on peut pas aller vivre, mais à cette époque-là, l'humanité avait fait beaucoup de progrès, la planète avait été terraformée, donc on imagine qu'il y avait de la végétation, ce genre de choses. Et puis, l'industrie lourde a contaminé ce monde et l'a rendu, l'a refait stérile au final, et l'humanité devait s'enterrer et vivre au crochet de la technologie pour survivre. Et c'est cette époque-là qui a fait naître en fait ce culte de la machine. Pourquoi? Parce que les connaissances diminuaient et la seule possibilité de survie pour les Martiens, c'était d'avoir ces machines qui leur permettaient de vivre, d'avoir de la nourriture, d'avoir de l'oxygène, et que, comme je l'ai dit, du coup, il a fallu ritualiser les informations, la transmission de l'information pour que les informations ne se perdent pas et qu'on sache entretenir les machines. Et au final, c'est ce qui s'est transformé en dévotion envers la machine. On a fini par plus comprendre ce que c'était qu'une machine, comment elle fonctionnait, mais en tout cas, on savait ce qu'il fallait faire pour l'entretenir. Et le fait de l'entretenir, ça avait un effet réel, étant donné que ça permettait de survivre. C'est elle qui produisait de l'oxygène, c'est elle qui produisait des nutriments, de la nourriture, on imagine. Donc, c'est vraiment ce côté, la machine nous permet de vivre et nous sommes intimement liés au destin de la machine. Donc, forcément, ce côté théologique s'est développé. En parallèle de ça, sur la Terre, il y a eu l'ère des luttes. Et vous aviez des tribus techno-barbares. Alors, dans d'autres publications, ce que c'est des techno-barbares, c'est tout simplement, il faut imaginer le monde de Conan, mais en mode ultra technologique, avec des armes incroyables, tous les gars transhumanisés, etc. Mais sans forcément comprendre encore ce qu'on faisait. Et puis, malgré tout, ces technologies, au fur et à mesure, se perdaient forcément sur la Terre. Ce qui est sympathique, c'est que on sait que le Mechanicus, en fait, a envoyé des expéditions sur Terra pour récupérer de l'historique,
des informations, des données, des artefacts pour pouvoir les préserver des techno-barbares de l'époque. Bon, ensuite, bien sûr, l'empereur est arrivé. L'empereur est arrivé pour sauver l'humanité. Il a unifié toutes les tribus. Et puis, il s'est rendu compte que pour aller plus loin, eh bien, il fallait déjà unifier le premier monde humain le plus proche, à savoir Mars, évidemment. Donc, il y a eu un accord qui a été fait entre Mars et Terra. Tout simplement, c'est que l'Imperium, avec sa force militaire, va protéger eh bien, Mars. Et en échange, Mars va fournir de l'équipement et des armes. Et ce qui va se passer, c'est que bien sûr, quand l'empereur va partir dans les étoiles avec la grande croisade, eh bien, il y a tout un tas de monde avec des secrets mirifiques, des artefacts incroyables, des technologies perdues. Eh bien, tout ira directement au Mechanicus. Donc forcément, il y a cette alliance qui s'est créée entre les deux, étant donné qu'il y a cette interdépendance. Et on a reconnu de fait l'empereur comme étant l'omni-messie, sans doute parce qu'il savait réparer la machine à café plus vite que tout le monde. Et voilà, fort de ce nouveau pouvoir, eh bien l'humanité a pu construire l'impérium, l'empereur a pu construire l'impérium main dans la main avec Mars. Voilà, là on en reparle justement de l'omni-messie, avec l'hypocrisie qu'il y a au sein de l'impérium, parce qu'il y a une religion impériale, le credo impérial, et tout le monde doit y souscrire. Toute religion autre est châtiée, bannie. Mais on va tolérer quand même le culte du dieu machine, même si c'est une aberration. Pourquoi? Parce que l'Imperium sait qu'il a besoin du culte Mechanicus, des prêtres de Mars. Donc forcément, on va le tolérer. Et puis après, il suffit en fait de se mettre d'accord sur le fait que l'empereur est considéré comme l'omni-messie, donc l'incarnation du dieu machine. On vénère le dieu machine, on vénère l'empereur, et puis on dit l'empereur est le dieu machine. Ouais, ok, ça passe. Allez. Alors après, il y a quand même une toute petite chose, c'est que certaines factions du Mechanicus se disent que simplement l'empereur n'est pas le dieu machine, mais un prophète du dieu machine, et que forcément ça crée des tensions et qu'on n'est jamais à l'abri d'un schisme et d'une guerre civile encore au sein de l'impérium. Donc vous voyez, il y a quand même moyen de faire la guerre. Hein. Si jamais l'humanité vient à détruire tous ses adversaires, et bien voilà, on va piocher dans toutes ces interactions politiques pour avoir bien d'autres ennemis en fait à abattre pour continuer la guerre. Si on commence à parler des mondes forges, voilà, on va aller zoomer vers Mars. Donc Mars, on en a déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce qu'on apprend de plus, hormis que, eh bien, il y a vraiment cette prédominance de Mars par rapport aux autres mondes forges, à tel point que il se considère, juste titre, comme ceux qui ont été bénis parce que justement l'omni-messie leur a rendu visite directement. Donc c'est le monde le plus saint et de fait, chaque membre de Mars doit être révéré avec... ils doivent être considérés en tant que tels par les autres mondes forges et ils ont des tribus, donc des tribus en matière première bien évidemment, ce qui leur permet de construire des tas et des tas de vaisseaux qui partent encore prendre de plus en plus de ressources et ainsi de suite et créer comme ça un cercle de pouvoir. Dans la croisade de Mitus, eh bien, ce sont les forces de Mars qui sont le plus représentées. De toute façon, eh bien, c'est Mars qui a le plus de lieux de culte à travers la galaxie, de lunes forges, de mondes transformés. Donc, c'est forcément le monde forge le plus proéminent. Après, ce qui est très caractéristique aussi sur Mars, ce sont les anneaux de fer. Donc, on a un grand anneau, tout simplement, qui entoure Mars et aussi sa lune Phobos et qui sont des docks orbitaux qui permettent eh bien, de travailler en zéro gravité, de construire des vaisseaux spatiaux et ainsi de suite, et sont reconnus pour étant vraiment l'endroit où on construit le plus de choses et le cœur du fonctionnement de l'impérium sur tout ce qui va être technologique, parce que c'est Mars aussi qui va dicter les évolutions, si évolution il peut y avoir, ou qui doivent normalement valider les schémas de construction standardisés. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une dîme qui doit être versée par les autres mondes forges. Les autres mondes forges doivent donner toutes leurs trouvailles, donc dès qu'ils trouvent un nouveau schéma de construction standardisé ou ce genre de choses, des informations, elles doivent être remontées à Mars, parce que Mars est le siège du pouvoir du culte Mechanicus, mais bien sûr, si on peut s'arranger des secrets sans le partager avec son voisin, même si on est censé leur obéir, eh bien on va le faire quand même, hein. Il y a ce côté toujours humain sur le prêtre, enfin sur les cultes Mechanicus. Belisarius Cawl, bien sûr, le personnage emblématique du culte Mechanicus, et le seul en fait, c'est le seul personnage qu'on va avoir mis comme ça en avant sur le culte Mechanicus, et j'avoue que je suis un petit peu déçu, parce que c'est quand même un personnage qui a une grande valeur, qui a
apporté beaucoup à l'Imperium, à l'histoire même de Warhammer 40 000, surtout avec la venue des Primaris, ce genre de choses. Et en fait, là, eh bien, on n'a que ce petit encart, il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors, si ce n'est que Belisarius Cawl, on nous rappelle qu'il est plus vieux que l'Imperium, c'est-à-dire qu'il était déjà vieux il y a 10 000 ans, donc au moment où l'empereur faisait ses premiers pas politiques, on va dire. D'ailleurs, il y a des passages qui sont vraiment sympathiques. Alors, je vous avoue que je ne me rappelle plus dans quel bouquin j'ai lu ça. Ça doit être des bouquins sur les restes de Russes, forcément. On a la vie de Belisarius Cawl étant jeune un petit peu, c'est-à-dire quand il avait, je sais pas, que une 80 ou 100 ans simplement, par rapport à maintenant, évidemment, on en a beaucoup plus, et où il y avait cette notion de, il a beaucoup de connaissances, mais ces connaissances, en fait, ne sont plus forcément accessibles. Là, maintenant, donc, il a subi 2 lavages de cerveau, on lui a ponctionné tout un tas de données, et eh bien, il n'a plus que des brides de son savoir. Malgré tout, il a des sauvegardes cachées, donc il peut reprendre un petit peu ces informations, et tout ce qu'il a perdu, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué, c'est tout ce qu'il a perdu comme information, c'est beaucoup plus grand que toutes les informations qu'un autre prêtre pourrait accumuler dans sa vie. De fait, il est reconnu comme un vaisseau de l'Omnimessie, c'est-à-dire le titre le plus incroyable, celui qui a le plus de connaissances, et eh bien, il va avoir accès en fait à beaucoup de servitudes, donc que ce soit bien évidemment sur Mars, même si sur Mars, ce qui est important de noter, c'est que c'est pas forcément celui qui est privilégié par le fabricateur général. Le fabricateur général, celui qui est vraiment à la tête du clergé de Mars, donc on va dire le pape du Mechanicus. Malgré tout, il a en fait des grandes surfaces sur Mars, des usines, etc. Et c'est étonnant parce qu'il est assez indépendant vis-à-vis du reste, mais en même temps, étonné qu'il a le plus de connaissances, eh bien on ne peut pas se permettre, alors si on peut essayer de lui voler, pas, mais c'est assez dangereux étant donné que c'est quand même celui qui a le plus de pouvoir. Voilà. Alors il y a tout un passage aussi où dans l'inférieur de Cawl, c'est cette machine IA qui discute avec Robot Guilliman. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite hop, à aller retourner vers la vidéo, je crois que je l'ai déjà mis d'ailleurs. Eh bien, la machine demande à Guilliman de donner à Belisarius Cawl le titre de fabricateur général pour qu'il remplace, pour qu'il soit la tête du Mechanicus. Mais ce qui est assez amusant, c'est que ce n'est pas forcément la volonté de Belisarius lui-même. Donc, pourquoi la machine lui indique ça? Moi, j'avais vraiment imaginé les choses dans le sens où l'IA, bon, on peut dire IA, hein, même si ce n'est pas censé être une IA, mais on suppute que c'est une IA. Guilliman, en tout cas, pense que c'est une IA. Cette entité, alors je dis petit passage, j'ai pas encore lu Génopère. Il paraît qu'on en reparle dans ce roman-là, donc si vous me dites des trucs sur Génopère, je ne l'ai pas encore lu, je le lirai bientôt, je pense que ce sera d'ailleurs la prochaine grande série sur IGTV. Mais en tout cas, pour en revenir à ça, il y a un moment donné où cette IA demande à Guilliman de faire devenir Belisarius Cawl fabricateur général. Mais Belisarius Cawl lui-même sait que ça provoquerait un grand schisme et qu'il serait perdant en fait. Et qu'au final, il n'a pas besoin de ce pouvoir, il l'a déjà ce pouvoir. Donc il n'a pas besoin d'un titre, ni de tout ce qui doit aller avec, comme s'occuper des messes basses politiques et ce genre de choses. Il a bien mieux à faire, acquérir des connaissances, continuer à étendre son empire. Donc il n'a pas cette envie-là. Et pourquoi cette machine aurait envie de mettre Belisarius Cawl à ce poste-là, peut-être pour se débarrasser de son original, et on a le côté la machine IA, l'inférieur, qui par le biais de démarches politiques placerait Belisarius Cawl dans une situation où on pourrait se débarrasser de lui. Voilà, c'est complètement de l'hypothèse, mais ça m'avait fait cogiter. Je me suis dit tiens, ce serait sympa qu'il y ait ce genre de choses avec l'inférieur, avec Belisarius Cawl. Voilà. En tout cas, là, on n'a pas beaucoup d'informations, rien de très transcendant, et c'est peut-être aussi un peu mini conclusion, la faiblesse en fait sur le culte Mechanicus, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de personnages à mettre en avant, il y a moins d'histoires à raconter, parce que tout est beaucoup plus soit technique, sur voilà comment ça fonctionne, mais dans les faits, il y a moins de choses qui sont vécues, parce qu'il n'y a pas de personnages pour les vivre. Vous voyez, c'est comme si vous racontiez, enfin, c'est comme un documentaire en fait, un documentaire c'est un petit peu moins poignant, on va dire, avec un peu moins d'émotion. Vous allez me dire, c'est normal, hein, pas d'émotion avec le culte Mechanicus, mais on a moins de personnages qui font des choses et qui découvrent des choses, etc. Donc tout ce qu'on sait, c'est forcément des choses qui sont généralisées, ouais, si je veux. Mais hormis les petits passages comme ça où on dit, ah tiens, il s'est passé ça sur tel monde, ah bah tiens, il y a telle planète qui est revenue. Voilà, donc
pour ça que c'est un petit peu moins narratif comme codex, mais bon, après, voilà, c'est un raccord avec la technologie. Mais je me demande si à un moment donné, ils vont pas sortir d'autres personnages comme ça au fur et à mesure. On va maintenant voir un petit peu tous les autres mondes forge. Donc, Lucius. Lucius, hein, c'est connu, hein, d'ailleurs, on avait même un Lucius Pattern, hein, que ce soit pour les War-Runes, on a Mars Pattern et Lucius Pattern, donc les War-Runes, vous avez deux types de War-Runes chez Forge World, enfin maintenant il n'y a plus que la version Mars, mais avant on avait la version Lucius, celui qui est plus carré, et c'est dire que voilà, c'est synonyme de qualité, et c'est ça en fait la particularité des mondes de Lucius, c'est que tout ce qui sort de ces industries est synonyme d'extrême qualité, extrême fiabilité. Alors pourquoi? Le monde de Lucius, il a une particularité au sein même de l'Imperium, c'est que la planète est creuse. L'intérieur, le noyau, a été remplacé ou... Enfin, on ne sait pas comment ça s'est arrivé, mais en tout cas, à sa place, vous avez un générateur à plasma ou un mini-soleil créé, a priori, mais les origines sont plus mystérieuses, par le Mechanicus. Et cette énergie colossale leur permet d'alimenter des machines à une vitesse incroyable et d'avoir une productivité, une excellence dans la production qui est légendaire. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que, eh bien, elle a sa propre légion titanique qui est extrêmement connue, c'est la légion Astorum. C'est celle que vous voyez le plus. Je pense que dans tous les gens qui ont peint des titans, la légion Astorum, les Warprunners, ce sont les plus répandus, ce sont ceux qui sont bleus avec des nuées, parce que, bah, tout simplement, le bleu c'est joli, hein, tout simplement. Et puis, c'est vrai, avec ce symbole-là, ça a toujours été, je pense, la légion la plus répandue. Alors, il n'y a pas que le côté esthétique. Après, en termes de règles, je ne sais pas s'il y a des règles, alors il faudrait que je relise un des plus Titanicus, mais je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il y avait des règles spéciales? Oui, il devait y avoir des règles spéciales, mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait mis les choses en avant. C'est, je pense, la beauté, puis c'est ce que Forge World avait mis en avant aussi à une époque, on les voyait beaucoup peints comme ça. Donc, c'est un peu l'équivalent des ultramarines, si vous voulez. C'est ce qui est le plus répandu. Et la particularité, eh bien, de cette légion titanique, c'est qu'elle peut se téléporter. Donc, vous avez directement devant vous un War-Rune qui apparaît, qui se téléporte. Ça fait peur. Si c'est après, ça passe à un Warlord qui arrive comme ça directement, voire un impérateur, on peut comprendre que cette légion soit l'une des plus puissantes, si ce n'est la plus puissante au sein de l'Imperium. Voilà, donc ça c'était le monde de Lucius. Alors Agrippina a une place toute particulière parce que c'était le monde forge le plus près de la porte cadienne et donc naturellement pendant des années elle a servi à alimenter en ressources évidemment, en matériel Cadia. Maintenant que Cadia est tombée, eh bien elle se trouve seule à se défendre et elle est devenue une planète assiégée par les raiders qui veulent justement la détruire, piller ses ressources technologiques et puis détruire bien sûr ce monde qui est encore un endroit de résistance pour l'Imperium. Donc Agrippina, sa particularité c'est bien sûr qu'ils se sont spécialisés sur la lutte contre les forces du chaos. Ils ont même envoyé plusieurs détachements, plusieurs attaques au sein de l'œil de la terreur pour pouvoir détruire les forges du Mechanicum noir. Voilà, à tel point même que on dit qu'ils ont laissé de côté la logique pour avoir une haine sans borne vis-à-vis des forces du chaos, à tel point que c'est en dehors, on va dire, des statistiques du Mechanicus, on est qu'à un moment donné, la logique doit prévaloir sur l'émotion, mais non, là, les prêtres du Mechanicum d'Agrippina ont cette rage de détruire le chaos qui surpasse la logique simplement mathématique. Après, chose à noter qui est assez sympathique, sur leur symbole, en fait, donc on reconnaît pi, mais en fait, eux n'ont plus une notion de connaissance de pi, tout simplement. Et donc, ils avaient imaginé que ça représentait tout simplement la porte cadienne et qu'il fallait résister et défendre justement la porte de Cadia. Alors, autre monde, Stygie 8, celui qui a la réputation la plus sombre. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant les Résidorus, ce monde s'est fait attaquer par les forces du chaos et ils ont été sauvés non pas par l'Imperium, mais par les Eldari. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, donc c'est un secret qui s'est perdu, on ne sait pas ce qui s'est joué à ce moment-là, mais toujours est-il que depuis, il y a eu un culte qui s'est développé et ce sont les Xénarites. Les Xénarites, bien sûr, ils ont à cœur de rechercher toutes les technologies xéno et de les utiliser. Alors c'est quelque chose qui n'est pas toléré ou même qui est même complètement à l'anathème des recherches du Mechanicus. Dès que le Mechanicus doit simplement retrouver les schémas de standardisation, de construction standardisée de l'Imperium et surtout pas aller faire du rétro-engineering sur les armes xéno. Mais eh bien ça n'arrête pas les prêtres de Stygie 8 et eux sont toujours amenés eh bien, à chercher justement des informations sur les xénos. Alors ça va les mettre souvent en porte-à-faux avec les forces de l'Imperium parce que certaines forces de l'Imperium
découvre justement eh bien que les prêtres de Stygie utilisent des technologies qui ne sont pas autorisées, et voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi spécialisés dans tout ce qui est force de diversion, technologie d'occultation pour disparaître, accomplir quand même leur mission, et ainsi de suite. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que chercheurs de pierre, eux, ils sont très conscients de la noctilite. Noctilite, vous savez, ce qui étaient les monolithes de Cadia, ce qui est utilisé aussi par les nécrons, ce qui permet soit d'augmenter les facultés warp, soit au contraire de diminuer les facultés warp de ceux qui sont autour, donc de charger positivement ou négativement la noctilite. Et eux en sont conscients et l'utilisent plus que les autres. Voilà. Donc il y aura plus d'interaction entre eux et les nécrons, forcément. Si on les met dans une sorte de triumvirat avec l'impérium, enfin, on est entre l'impérium, on veut aller prendre des choses chez les nécrons et puis on s'est fait sauver par les Eldari, et ben ça crée quand même quelque chose d'assez original. Voilà, donc à voir maintenant. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ils avaient envoyé une force à l'intérieur de la toile des Eldari pour aller justement chercher la bibliothèque interdite, pour récupérer des informations. Malheureusement, la Cicatrice Maledictum s'est ouverte à ce moment-là, comme de par hasard, et on n'a plus de traces de cette expédition. Maintenant, ça veut aussi dire qu'on a mis de côté en réserve une force et qu'on pourra la ressortir du chapeau à n'importe quel moment. En fait, c'est toujours ça la magie de la narration de Warhammer 40 000, c'est que rien ne meurt, les choses disparaissent simplement. C'est pas « il est mort, on n'en parle plus », c'est « ah, on n'a plus de nouvelles de lui ». Comme ça permet quoi? Ça permet de le sortir du chapeau, hein, directement. Vous ressortez du chapeau, je sais pas, un Yarick par exemple, ou ce genre de choses, ou peut-être une petite force de Stygie, avec, ils ont réussi malgré tout à avoir quelques informations, donc ils ont des artefacts qui vont sauver, qui vont permettre, etc., etc. Retournement de situation, sauvetage de dernier instant. Alors Graia, la couronne des miracles, ça c'est un monde qui est assez intéressant, donc il y a deux particularités. Première particularité, ce sont ceux qui ont le moins d'émotions. Alors vous me direz, dans Mechanicus, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Eux, c'est encore en dessous, à tel point que, eh bien, l'exemple est toujours le mec typique. Même face à un feu nourri, ils vont avancer sans aucune émotion, que ce soit vers la mort ou que ce soit vers la défaite. En tout cas, ils ne vont jamais reculer et toujours avancer, voilà. Donc c'est un atout forcément de temps en temps parce qu'il n'y a pas le moral qui va jouer, donc ils ne sont jamais démoralisés, donc ils vont toujours avancer et ça va leur permettre d'avoir des victoires. Et à l'inverse aussi parfois, quand il suffisait simplement de faire une retraite prudente pour se rassembler et contre-attaquer, eux ont continué d'avancer, et puis c'est ce qui a permis à leur adversaire de triompher, donc c'est toujours à double tranchant. Maintenant, les prêtres analysent simplement les défaites comme des données statistiques pour permettre de ne plus faire les mêmes erreurs, mais même s'ils vont toujours aller en avant. Voilà. Et deuxième chose, mais qui est la chose la plus importante, c'est que Graia, elle aussi, comme Mars, est entourée d'une superstructure parfaitement symétrique, cette couronne qui entoure la planète. Contrairement à Mars, en fait, elle n'est pas reliée directement à la planète, mais c'est vraiment une structure qui l'englobe et elle peut se déplacer à travers le warp, elle peut se téléporter pour aller à d'autres endroits de la galaxie. Donc ça, c'est incroyable. Et on a vraiment cette image. Si en fait les flottes de Graia découvrent un monde assez riche en minerais, riche en ressources, eh bien on va entasser beaucoup d'armements, beaucoup de munitions dans l'anneau de Graia, la couronne, et la couronne va voyager à travers le warp, arriver autour de ce monde-là, donc comme une sorte de gros parasite, et elle va saigner à blanc ce monde, récupérer le maximum de ressources, et voilà, comme ça revenir après se téléporter sur le monde de Graia, et ainsi de suite. Donc, est-ce que cette technologie est rendue plus difficile maintenant, parce que vous savez que le voyage warp est beaucoup plus difficile maintenant qu'il y a la Cicatrice Maledictum? On nous le dit pas, donc ça sous-entend que pas forcément, et ça sous-entend même que la technologie qui est utilisée, eh bien, elle a intéressé aussi les nécrons. Vous savez que les nécrons, ils ont cette capacité, justement, je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu, comme d'habitude, je vous envoie vers la vidéo de la semaine dernière sur les nécrons. Ils ont cette capacité à voyager sans utiliser vraiment le warp. Donc là, on a quand même la notion que c'est un voyage warp, mais on peut supposer qu'il y a au moins une super protection ou quelque chose d'un petit peu différent. Et le fait que les nécrons s'intéressent justement à Graia et à cette couronne montre qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et puis s'ils peuvent, eux, se permettre de voyager autant, voilà. Donc bien sûr, ce n'est pas sans risque, mais l'avantage
d'envoyer sa superstructure pour cannibaliser complètement un autre monde, eh bien c'est tellement positif que bah, ça vaut un petit peu tous les sacrifices. Et si jamais eh bien, l'anneau se fait attaquer, il a tellement de capacité de production qu'ils vont, que pendant que le monde est en train de se faire piller, eh bien on va construire beaucoup de défenses, et puis épuiser l'adversaire, et puis après repartir sur Graia, et puis voilà. Donc c'est assez intéressant en termes de puissance, en tout cas, il y a quand même encore une fois des petits ressorts scénaristiques qui peuvent être utilisés pour faire des choses vraiment assez incroyables. Alors Metallica, voilà, qui porte bien son nom, donc cette planète, alors bon, on nous dit qu'elle a perdu toute sa faune, toute sa flore, un peu comme toutes les planètes du Mechanicus, hein. Je pense pas qu'il y ait de Monteforge où on est encore des étendues de forêt ou de ce genre de choses, mais bon, là c'est encore plus marqué, c'est une planète en tout cas qui est très riche en minerais, donc on a beaucoup de choses, mais en fait c'est quand on réfléchit en fait à l'échelle de Warhammer 40 000, même si la planète est incroyablement riche, en fait je pense qu'elle sera déjà épuisée, hein, vu l'industrialisation extrême qu'il y a, bon, je pense que cette planète ne tient pas la route en termes de logique, étant donné qu'elle doit tellement se faire pomper en fait en ressources qu'au final on ne devrait plus avoir que un ensemble métallique, mais voilà, plus planète. Bon, peu importe, imaginons, ça passe. Qu'est-ce qu'on sait sur Metallica? Ici, on ne nous dit pas grand-chose. Pourquoi? Je pense pas parce que il y a eu des bouquins qui sont sortis, secteur Charadon, qui détaillent vraiment l'attaque qu'a subi Metallica, parce que la Death Guard est venue attaquer Metallica. Je me rappelle avoir lu, il y a de ça pas mal de temps, justement, ces bouquins de campagne. Je me rappelle... Je vais pas me retaper le bouquin juste pour ça, mais je me rappelle que le fabricateur général de Metallica était une grande entité, une sorte, je me demande si j'ai pas fait une petite vidéo, je me rappelle plus que ça me rappelle des choses, une sorte, faut imaginer un corps qui était une sorte de Bendblade qui avait été transformé pour pouvoir lutter, et je crois qu'il avait été infecté par une peste de la Death Guard, la peste mécanique, et qu'au final, il avait fini par succomber, ou en tout cas, il ne restait plus aucun composant biologique, il ne restait plus que le côté machine, et dénué de réflexion, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça, mais en tout cas, je me rappelle avoir cette notion que le monde de Metallica avait perdu son fabricateur général, et que c'était mal barré, mais que, comme dans tous les combats quasiment de Warhammer 40 000, c'est difficile, il y a une attaque, ils perdent, mais la situation n'évolue pas, et on reste dans une sorte de statu quo. Voilà, là, on ne dit pas grand-chose de plus, si ce n'est que alors, si peut-être après le côté un petit peu sympa, hein, si on connaît un petit peu la musique, Metallica, voilà, et bien là c'est mis en avant. C'est mis en avant par le fait que ce monde forge, eh bien, résonne tout le temps de musique, la musique de l'industrie, et que c'est quelque chose qui est loué par tous les habitants de Metallica, parce que c'est un peu la parole de l'Omni-Messie, et c'est une sorte de prière, donc il faut que chaque arme fasse du bruit. Alors, est-ce que c'est en rapport, un petit clin d'œil avec le groupe Metallica, et retrouver ça? Je pense que oui, c'est assez amusant. Donc voilà, c'est les choses qu'on va apprendre ici. On n'a pas, même sa Légion Titanique, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations, si vous pouvez vous les trouver. Je me demande d'ailleurs si ces bouquins ne sont pas disponibles sur Warhammer+. Je ne sais pas, faudrait aller vérifier à l'occasion. Étonné qu'il y a toute la partie lore. Ah, est-ce que... Ah, je suis en train de me demander, est-ce que dans les bouquins, ils n'ont pas enlevé tout le lore et gardé... Je ne sais plus, mais faudrait aller sur Warhammer+. Parce que je sais qu'à un moment donné, dans les bouquins, ils avaient soit gardé que le lore, ou soit garder que les règles. Mais ce qui était certain, c'est qu'il n'y avait pas les deux à un moment donné. Donc, voilà. Bon, en tout cas, bon, je vous dirai bien à l'occasion, je me retaperai les bouquins, mais j'ai tellement d'autres choses à... Et puis, je me rappelais que c'était pas transcendant. Je me rappelle que soit je l'avais lu, je me dis, je vais en faire une vidéo, soit j'ai pas fait de vidéo, mais quoi qu'il arrive, je m'étais dit, c'était pas transcendant. Voilà. Alors, un autre monde forge qui a été assez connu hein, pour ceux qui achetaient du Forge World, c'est Risa, parce qu'on avait les Risa patterns, c'était tout ce qui est armes, technologie, un peu plasma, on avait les Manros Risa pattern. Donc c'est un monde qui est spécialisé sur, on va dire, la haute technologie ou des armes un petit peu ésotériques. Alors c'est ce que je vous disais un petit peu en début de vidéo, c'est que là il y a de nouveau quelque chose qui est assez étonnant, c'est que les prêtres ne sont pas censés améliorer les armes, ne sont pas censés traficoter les armes, ils ont juste à les utiliser telles quelles. Et là malgré tout sur Risa on a vraiment le monde forge qui est le plus basé sur le développement, le test, améliorer sans cesse les choses, et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais en même
même temps, c'est ce qu'il faut, parce que si on veut vous faire rêver et qu'on va vous parler de l'Adeptus Mechanicus, et qu'il y a un moment donné, il n'y a pas une faction avec des armes super technologiques, avec des noms de la mort, genre canon désintégrateur à plasma, faisceau transdimensionnel, champ de mine antigravitique, tromblon électrovoltaïque, etc., etc., ben, on passe quand même à côté de quelque chose. Donc, ce monde, il a la particularité d'être assailli par deux WAG qui viennent complètement se centraliser sur ce point de combat. Évidemment, ils vont lutter. Plus les orques luttent, plus ils se renforcent. Et Risa, c'est pareil. Plus ils luttent, plus ils peuvent tester justement leurs propres armes. Et avant, ils envoyaient ces armes dans tout l'Imperium. Là, ils les utilisent sur leur propre planète pour les tester, aller au bout, les améliorer, et ainsi de suite. Et ça crée comme ça une sorte de cercle d'évolution. On retrouve des fois cette mécanique-là. On l'avait trouvé sur, alors je ne sais plus quel nom de taux, il y a un set taux qui est spécialisé justement comme ça et qui lutte contre les tyrannides. Les tyrannides évoluent. De fait, la caste de la Terre va construire des nouvelles armes et ainsi de suite. Et il y a cette évolution-là, toujours en parallèle. Là, on va retrouver la même chose entre le Mechanicus et les orques. Voilà. Particularité, c'est que, étant donné que les orques viennent souvent au corps à corps, les Skitarii sont plus spécialisés justement pour lutter au corps à corps et développent des compétences martiales au corps à corps. Voilà, donc c'est la particularité du monde de Risa. Après, pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est que quand on a tous ces mondes forges, on voit que tous ces mondes forges sont la plupart du temps assaillis directement eux-mêmes et ne peuvent plus fournir de force à l'Imperium dans sa globalité. Et voilà, c'est quelque chose forcément. Avant, on avait justement des avant-postes qui luttaient, qui étaient alimentés par les mondes forges. Là, si maintenant les mondes forges ont juste à peine la capacité de se défendre eux-mêmes, on peut raisonnablement imaginer que l'afflux en fait de ressources, de munitions, d'armement pour les autres mondes s'est tari, et que ces autres mondes, forcément, ils sont arrivés à court de munitions et forcément, ils ont dû tomber. Voilà. Donc c'est là où la structure globale de comment ça fonctionne, je pense qu'on arrive vraiment aux limites. Maintenant, on est dans une histoire qui est racontée avec ce qu'on veut bien y mettre dedans, donc ça n'est pas encore arrivé. On vous le dit simplement pour vous faire stresser en mode attention, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça fait des années, depuis que je joue à Armor 40 000, on est sur la fin. Bientôt c'est la fin, il y a de moins en moins d'hommes pour se battre, de munitions, de ressources, etc. Même les mondes forges sont assaillis eux-mêmes, ils arrivent à peine à résister. Voilà, maintenant, je pense que ça a perdurer comme ça pendant encore très longtemps. Alors après, maintenant, la construction des codex, c'est qu'on a toujours une narration au début, une narration à la fin. Et là, cette narration, alors, elle est assez difficile à retranscrire parce qu'on a beaucoup d'imagerie. En fait, on a simplement une prêtresse qui va forer à travers une lune perdue, une lune qui a été retrouvée comme ça. Elle imagine sans doute retrouver un schéma de construction standardisé et au fur et à mesure, elle va rentrer en connexion avec l'ordinateur, l'interface qu'il y a dans cette crypte, dans ce qu'elle est en train de fouiller. Et puis, alors là c'est pour ça que c'est très difficile à décrire, mais elle décrit en fait une sorte de paysage mathématique, donc des chemins de données, des arbres de stockage, enfin oui, c'est compliqué à comprendre. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'elle sent que les programmes de défense sont actifs. Alors elle a l'habitude parce qu'elle connaît un peu le fonctionnement des machines, elle sait qu'il y a des sous-routines qui sont là pour protéger des intrusions. Malgré tout, elle trouve que ces sous-routines ou ces programmes se comportent de façon étrange et inhabituelle et ont l'air d'anticiper ces actions, ont l'air aussi de communiquer entre eux, ce qui est totalement impossible étant donné qu'ils n'ont pas à justement faire ce genre de choses parce que ça sort de leur registre de fonctionnement normaux, nominatifs, mais toujours est-il qu'elle commence à avoir un doute au fond d'elle. Elle se dit, il y a tellement de technologies cachées, il faut que j'avance. Et en fait, au fur et à mesure, les étincelles de données se matérialisent dans des nuages de lumière. C'est très poétique et très complexe. Il faudra vraiment que je vous le relise, sinon c'est très difficile à retraduire. Elle sent, elle a l'intuition que peut-être elle est devant des ressources incroyables de secrets technologiques que même les plus grands technoprêtres ne peuvent imaginer, mais qu'à l'inverse, elle se trouve aussi devant l'anathème absolu, à savoir l'intelligence abominable, l'IA. Et là, on revient dessus. Et en fait, ce système commence à lui parler. Donc elle arrive à interpréter tous les signes et on lui dit « Je te salue, chercheuse de vérité ». Toute crainte est inutile, elle est redondante,
extrinsèque aux fondations de la création. Cela fait longtemps que les vérités de ce lieu n'ont pas connu la lumière du jour. Et elle, eh bien, elle se dit, mais sans doute, je suis devant une intelligence abominable, mais il y a tellement d'informations que je ne peux m'empêcher de vouloir ces informations. Et tout simplement, ce qu'on lui dit à la fin, c'est un accord peut se conclure, dit la voix, moyennant un maigre prix à payer au regard de la valeur de la clé. Et voilà, on en est là. Donc tout ce passage-là, c'est vraiment pour nous dire l'IA. Encore une fois, l'IA. Moi, à chaque fois, dans beaucoup de vidéos, je vous parle de l'IA dès qu'il y a une possibilité. Pourquoi? Parce qu'on nous met de plus en plus de petites balises, comme ça, en disant, regarde, tu as lu tout le côté lore de ce Codex Mechanicus, et par quoi on va terminer? On va terminer par une clé pour libérer l'IA. Et c'est pour ça que si on revient à, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le monde dont on parlait un petit moment, l'axiome nullivar, si je dis pas de bêtises, peut-être que justement il y a de l'intelligence artificielle dessus, peut-être qu'on va aller vers une faction d'IA, et en fait on le met tellement encore en avant que bon, moi c'est un peu ce que j'attends, hein, le jour où cela va sortir, ça peut être vraiment très sympathique, quelque chose. Alors après, si on sort un petit peu du côté narratif et puis qu'on imagine un peu commercialement ce que ça peut représenter, sortir une nouvelle armée qui serait basée sur l'IA, est-ce que ce serait pas un petit peu trop proche du Mechanicus? Peut-être. Est-ce que ça ressemblerait pas un peu trop au Cogna avec leurs ordinateurs, les Votan? Peut-être. Est-ce que on va pas déjà sortir le Mechanicum noir, voilà, et que ça ferait un petit peu redondant? Est-ce qu'on n'a pas déjà les Necrons, qui sont au final une sorte d'intelligence mécanique? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas déjà des IA chez les taux, etc. Donc vous voyez que malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà. Donc moi, c'est la limite, je me dis, rajouter une faction qui serait de l'IA un peu pure, est-ce que ce serait vraiment, en termes de marketing, on sort vraiment du spectre de ce qui peut arriver, quelque chose de pertinent? Je ne sais pas. Maintenant, moi, j'aurais envie tout simplement pour la variété, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle faction qui sort, ce genre de choses, c'est toujours sympathique, ça laisse rêver. Après, si on revient un peu sur comment sont traités les Cogna, les Votan, etc., c'est pas des plus sexy, mais au final, ça laisse une porte ouverte pour s'évader un petit peu, changer un petit peu, et puis c'est vrai que quand on a joué à 40 000 depuis des années, bah, tout est bon à prendre. Voilà. Donc, conclusion, comme je vous le disais juste avant, peut-être ce qui est un peu dommage dans ce codex, c'est que, étant donné qu'on a que Belisarius Cawl comme personnage emblématique, eh bien, il n'y a pas vraiment d'histoire narrative. On a vraiment beaucoup de descriptions du fonctionnement du Mechanicus, mais une fois qu'on a ça, eh bien, il va falloir vraiment aller chercher ailleurs pour avoir des histoires, des petites choses qui avancent. Malgré tout, encore une fois, voilà, le nullivar, l'axiome nullivar, je pense qu'il y a vraiment, là, pour moi, c'est l'élément le plus important de ce codex sur l'évolution du lore. Je pense vraiment que ça peut donner naissance à une campagne, simplement. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait que ce soit mis là, je pense que dans les cartons de Games Workshop, il y a quelque part cette nouvelle campagne qui va sortir avec peut-être, comme je vous l'ai dit, soit Mechanicum noir, mais en fait quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Voilà. Donc voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez vu aussi la vidéo sur les Necrons, eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le style de présentation un petit peu plus debout, voilà, en train de parler, etc. Ou cette version assis en train de regarder le codex. Voilà, moi ça me permet comme ça d'avoir des informations, de compiler des données. Comme d'habitude, si ça vous a plu, pensez à liker, vous abonner. Si vous êtes généreux, un petit coup de Tipeee. Et puis vous avez aussi tous les liens vers les partenaires, ce qui me permet moi aussi de continuer à faire ce type de vidéo. Voilà. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous à Wargame Lore TV, c'est la chaîne 100% fluff que je suis en train de développer, de faire grandir. Et puis, elle a besoin de vous pour grossir et me permettre de continuer. Voilà, tout simplement. Allez, à bientôt. Salut à tous.